Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce dialogue littéraire du mois de février. Nous sommes ici sur le plateau des Capucins, un lieu chargé d'histoire. En 1695, c'est Vauban qui posera la première pierre de ce qui allait devenir un couvent. Un siècle plus tard, dans un contexte révolutionnaire, le bâtiment perdra sa vocation religieuse et sera remis entre les mains de la marine. Jusqu'en 2004, où la construction sera transférée à Lannion. Dès lors, le lieu devient le berceau d'un projet culturel d'envergure. Nous sommes aujourd'hui donc à la médiathèque François Mitterrand, qui est l'un des éléments phares de ce projet culturel. Nous allons partir à la rencontre de Marion, qui nous exposera 3 de ses coups de cœur du rayon sciences humaines. Auparavant, partons à la découverte de 2 auteurs, Nathalie Guibert et Yann Rivière, que nous avons eu l'honneur de recevoir ce mois-ci à la librairie. Nathalie Guibert nous embarque au cœur d'un sous-marin de la marine française. Un récit hors du commun qu'elle nous raconte dans « Je n'étais pas la bienvenue ». Nous la retrouvons tout de suite au micro de Laurence. Nathalie Guibert, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Alors vous êtes journaliste, correspondante défense au journal Le Monde et vous êtes la première femme et la première journaliste à avoir pu embarquer sur un sous-marin nucléaire d'attaque en mission. Alors cette expérience hors du commun qui a duré un mois entre le 18 juin et le 18 juillet 2014, vous nous la racontez dans un livre paru en septembre aux éditions Paulsen et intitulé « Je n'étais pas la bienvenue ». Alors avant tout, est-ce que vous pourriez nous raconter comment ce projet de reportage en immersion est né pour vous et le chemin que vous avez dû parcourir jusqu'à sa concrétisation? Alors c'est vrai que ce que j'explique au début du livre, c'est qu'il a fallu que je sois patiente parce que moi j'avais l'envie tout simplement de faire un reportage dans ce lieu qui est le plus fermé dans les armées par curiosité, une curiosité de journaliste. Et donc il a fallu que je sois patiente parce qu'entre le moment où j'ai demandé à faire ce reportage et le moment où j'ai eu l'autorisation, il s'est écoulé presque 3 ans. Et j'ai fini non seulement par avoir l'autorisation, mais après par passer un certain nombre d'étapes de préparation, de formation, de stage, d'apprivoisement déjà un peu à terre avec le milieu des sous-mariniers et à l'escadrille des sous-marins d'attaque de Toulon, avant enfin de pouvoir embarquer. Voilà. Et c'est donc le 18 juin 2014 que vous avez pu pénétrer dans ce monde du silence, mais aussi du secret. Comment est-ce qu'on trouve sa place? Est-ce qu'il y a des portes qu'il ne faut pas pousser, des interstices au contraire dans lesquels on peut se glisser? Alors d'une façon générale, il fallait effectivement que je puisse entrer dans le cadre du secret défense, parce que les sous-marins nucléaires français sont des univers réglés par le secret défense. Ça ne m'a pas empêché d'écrire. Ce qui s'est passé, c'est que sur tout ce qui concernait effectivement les opérations, il fallait que j'ai une conversation avec l'état-major pour leur demander jusqu'à quel niveau de détail je pouvais aller sur certains aspects. Mais pour le livre, ce n'était pas le sujet en réalité, parce que je n'ai pas voulu faire un livre militaire ou un récit de guerre. En réalité, c'est un récit de voyage qui raconte un peu la partie humaine et la vie des hommes sous l'eau dans une boîte de métal. J'avais pris 6 petits carnets à spirale, tout à fait classiques. Et dans les premiers temps, je n'ai effectivement pas sorti mon carnet parce que je voulais d'abord que chacun comprenne ce que j'étais venue faire. Je ne voulais pas brusquer les gens. Après, le carnet, il était vital parce que j'y notais absolument toutes les pensées qui me traversaient, tous mes états d'âme. Et puis c'était mon petit repère, donc chaque matin, entre guillemets, parce que les matins n'ont pas vraiment le même sens qu'à terre, je regardais la page d'avant pour savoir exactement quel jour on était. Et puis vous nous menez aussi dans un voyage intérieur, vous nous disiez que vous notez tout ce qui vous passait par la tête, et c'est vrai que c'est véritablement dans ce voyage qu'on entre petit à petit. Qu'est-ce qui dans cette expérience amène à l'introspection finalement? Et je pense que c'est pas évident de le comprendre au départ. Mais quand on est dans un tel navire, sous l'eau, dans des conditions qui sont des conditions de survie permanentes, c'est-à-dire qu'il faut veiller à ce que l'air soit respirable, que le bateau ne heurte pas quelque chose au fond, qu'il avance sans heurts dans l'obscurité. Alors les sous-mariniers, ils ont de l'humour. Et ils m'avaient dit au départ, un peu en rigolant, vous allez voir, il faut avoir une vie intérieure très riche pour faire ce qu'on fait. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a à faire là, à part bouquiner, regarder des films ou laisser son esprit vagabonder?
Il faut être assez solide, je pense aussi. Ouais. Alors vous avez intitulé le livre « Je n'étais pas la bienvenue ». Peut-être que ce titre fait écho au fait que pendant longtemps, la présence des femmes à bord des sous-marins semblait inconcevable. C'est en train de changer puisque les esprits évoluent et dès 2017, il y aura des premières femmes officiers qui monteront à bord des sous-marins. Est-ce que vous pensez qu'elles seront les bienvenues? Oui, je pense parce que d'abord, ce seront évidemment des femmes qui auront les compétences pour être à bord. De l'autre côté, il n'y a pas beaucoup encore de femmes dans le vivier de la marine qui seraient prêtes à embrasser une carrière opérationnelle non-stop pendant 15 ans. Je pense que les choses vont se faire très progressivement, mais que ça prendra une bonne génération. Rejoignons maintenant Morgane pour un entretien avec Yann Rivière. Il est le spécialiste de la Rome antique. Il publie aux éditions Perrin une biographie de Germanicus. Ce personnage peu connu est le petit-fils de Marc-Antoine. Il est également le grand-père de Néron. Il est mort à Antioche alors qu'il n'avait que 34 ans. L'auteur Yann Rivière s'interroge sur la destinée de l'Empire si Germanicus n'était pas mort si jeune. Aujourd'hui, nous recevons Yann Rivière, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et spécialiste de l'histoire juridique et politique romaine. Vous avez publié chez Perrin en octobre 2016 une biographie très documentée à propos d'un personnage méconnu de la famille impériale. Il s'agit de Germanicus. Pour dire quelques mots sur Germanicus, je dirais que c'est le fils adoptif de Tibère, qu'il est né en 15 avant Jésus-Christ et mort en 19 après Jésus-Christ à l'âge de 34 ans, très jeune. Très jeune, oui. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu plus ce personnage? Bien sûr. Donc, comme vous l'indiquez, c'est un personnage qui a vécu au tournant de notre ère, sous le règne de l'empereur Auguste, le fondateur de l'Empire. Et il était en effet, à partir de 4 après Jésus-Christ, après que l'empereur Auguste eut choisi d'autres héritiers, il est devenu l'héritier au trône impérial en seconde ligne, puisque l'empereur Tibère, qui viendra après Auguste, était lui héritier en première ligne. Donc c'est un personnage important, mais qu'on connaît mal parce qu'il n'a pas régné, étant mort prématurément. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire un livre à propos de ce personnage méconnu? Ce personnage est donc mort prématurément. Il a été, dit-on, dans l'Antiquité empoisonné, probablement pas. En tout cas, il est mort prématurément de maladie. Et sa mort a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup de rumeurs donc en 19 après Jésus-Christ, et a entraîné la tenue d'un procès, un procès de lèse-majesté contre son empoisonneur supposé. On a trouvé des documents tout à fait exceptionnels dans les années 1980 en Espagne, l'intégralité de ce texte officiel, donc du verdict du procès, qui avait été publié partout dans l'Empire. Donc c'est initialement ce dossier exceptionnel, comme il n'en existe pas deux sans doute pour toute la période dite du Haut Empire, donc les 3 premiers siècles de notre ère, c'est ce dossier qui m'a conduit vers le personnage. Brièvement, il y a une autre raison, c'est que comme son nom l'indique, il tient son nom de son père qui était sur le point d'envahir et de soumettre la Germanie. Germanicus est distingué sur le front rhénan. Il était lui aussi sur le point de nouveau, après un désastre militaire, de soumettre la Germanie qui n'appartiendra jamais à l'Empire romain. Germanicus, en tant que potentiel successeur de l'empereur, a bénéficié d'une bonne éducation qui fait de lui un excellent stratège. Comment s'est-il illustré en Germanie face au chef de guerre Arminius? Voilà, alors toute l'affaire Germanicus, ses exploits militaires ou exploits ou non, en tout cas ses opérations militaires en Germanie sont liées à un événement majeur dans l'histoire romaine, en 9 après Jésus-Christ, l'anéantissement de 3 légions, le fameux massacre de Varus, massacre de la forêt de Teutobourg, donc qui a signifié un repli romain en 9 après Jésus-Christ sur les bases rhénanes. Et donc Germanicus, lui, entreprend, à la suite de Tibère, son oncle, entreprend la reconquête de ces terres. Cette entreprise a été menée méthodiquement et a conduit quand même les légions romaines jusqu'à la Vézère. Germanicus lui-même, comprend-on d'après les textes, prétendait n'avoir plus qu'une campagne à accomplir pour en finir définitivement avec Arminius, donc le chef chérusque qui avait été l'auteur du massacre de Teutobourg. Et il a été relevé de son commandement. Toute la question est de savoir exactement pourquoi. Est-ce qu'on peut parler d'un mythe autour de Germanicus? Certainement, je pense que oui. Moi, j'ai pas du tout voulu. Moi, j'ai fait un travail d'historien, donc on parle de lui au conditionnel. S'il avait régné, les choses se seraient mieux passées. Ce serait certainement mieux passé que sous ses successeurs, son frère Claude, l'empereur Claude,
qui s'est comporté comme un tyran, son fils Caligula, qui s'est comporté de manière innommable, son petit-fils Néron, pire encore, enfin tous constituent une galerie de monstres, et du coup, en négatif en quelque sorte, pour reprendre une image photographique, en négatif, Germanicus apparaît comme le prince idéal qui aurait certainement conduit autrement, gouverné autrement l'Empire romain. Je ne mettrai pas ma main au feu. Nous sommes maintenant de retour à la librairie en compagnie de Marion qui va nous présenter 3 de ses coups de cœur. Bonjour Marion. Bonjour. Tu as choisi un premier coup de cœur en histoire, je crois? Oui, tout à fait. Alors c'est le livre de Michel Zancarini-Fournel qui s'appelle Les luttes et les rêves et qui retrace en fait l'histoire populaire de la France. Il va donner la parole aux opprimés, aux minorités et les oubliés de l'histoire en fait. Donc on va voir que parfois il y a quelques élans du peuple, mais on voit aussi que très souvent ces élans sont brimés par le pouvoir en place. Je crois que le second livre que tu as choisi est dans le domaine de la sociologie. Exactement. C'est le livre de Didier Fassin, donc le nouveau livre de Didier Fassin qui est paru cette année, au mois de janvier, et qui s'appelle « Punir une passion contemporaine ». Donc il s'interroge du coup dans ce livre en 3 parties sur la définition de punir, donc qu'est-ce que le châtiment, de sa justification, et dans une 3e partie, il va montrer à qui est-ce qu'on applique ce châtiment. Donc c'est un petit peu compliqué à lire, mais je trouve que ça vaut le coup dans la mesure où on réfléchit un peu sur comment est-ce qu'on punit aujourd'hui et quelle société on veut laisser à nos enfants, une société aussi répressive ou un petit peu plus tolérante. D'accord. Et je crois qu'en dernier livre, tu as choisi un sujet un peu plus léger sur le développement personnel. Exactement, beaucoup plus léger, mais très très chouette aussi, c'est le livre du Houga. Ça s'écrit Hygge, mais ça se prononce Houga, par Mike Viking, qui est un spécialiste des études sur le bonheur, et c'est une méthode qui nous vient du Danemark. Alors cette méthode est très facile à mettre en place, il vous suffit juste d'acheter des bougies, pour rendre l'atmosphère un petit peu plus chaleureuse, se sentir à l'aise, c'est-à-dire en toutes circonstances, donc dans ses vêtements, déjà avoir une tenue appropriée, une tenue décontractée, avec des matières douces, chaleureuses. Une ode à la gourmandise, le houga, c'est-à-dire qu'on va privilégier les gâteaux, ils aiment beaucoup les petites douceurs, mais le houga peut se pratiquer partout, au travail, dehors, ou tout simplement à la maison. En tout cas, moi je le pratique et je trouve ça vraiment très agréable. Merci beaucoup Marion, à bientôt. À bientôt. Cette émission touche à sa fin. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous dis à bientôt. On se retrouve au mois de mars.